Oh non, il y a Discord qui apparaît. Oupsie. Bonjour à tous, bonjour. Franchement, c'est trop rose, tu vois. J'ai essayé de toucher un peu la saturation, les couleurs de ma caméra, parce que genre sinon c'est trop verdâtre. Genre imaginez, là son t-shirt est bleu, enfin son pull est bleu. Bonjour. Je suis en bleu, ça se voit pas du tout. Ah, hyper bas le son. Mince, il va falloir que je monte... Comment je monte le son? C'est un nouveau test avec un nouveau micro, donc on teste. Enfin, un nouveau micro. En parlant plus fort. Gna gna gna. On peut crier, mais les voisins ils vont être contents. Je sais pas comment on monte le niveau d'un micro. Augmente l'output de ton casque. Mais c'est pas un casque. Alors on a plus de casque là. Micro, l'output de mon micro. Mais je peux pas, il n'y a pas de driver, il n'y a rien qui marche sur ce truc. Vas-y, on va se rapprocher, on va parler un peu fort et puis vous montrer le son. Non, voilà. Mais non, mais ce serait bien que... Bon, montez le son, puis je trouverai des solutions pour la prochaine fois. Faudra faire plus de tests. Donc, des couleurs pas ouf. Genre, limite, franchement, je trouve que c'est pire qu'avant. Ouais, mais... Voilà, un micro qu'on teste. Et... quelqu'un qui est là avec moi. Bonjour. C'est Quentin. Là, c'est mieux. Bouge ma lampe derrière. La lampe. Celle-là. Celle. Bon, ça change rien. Ouais, je sais pas de quoi tu parles, Ekeri. Derrière moi. Derrière toi. Non, là, elle a dit Snook en mode coucou, Snook. Ah, bonjour. Donc, Quentin, ouais, c'est n'importe quoi ce début de live. Désolée. C'est le fait d'être à deux. Ouais, c'est ça. Quentin, vous le connaissez sur un des quatre sous le nom Quentin, c'est un de mes modérateurs. Vous le connaissez sur Twitch sous le nom de Snook Has Lost. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, en fait, il passait l'après-midi chez moi pour m'aider sur des trucs qui concernent Chroniques oubliées en fantasy, donc on s'est dit... pourquoi pas en profiter. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Chroniques oubliées fantasy, donc dans la suite de ma bibliothèque, découverte de tous les jeux dans ma bibliothèque. Sur le chemin, je remercie Sandrone, parce que j'ai vu que Sandrone avait sub. Merci beaucoup de ton soutien. Et puis on va commencer. Oui. Alors, Chroniques oubliées. Il est beau. Enfin, il est... Ouais, moi je l'aime bien. Du coup, Chroniques oubliées, qu'est-ce que c'est? C'est... Tiens-le, oui. Fais présentateur. Ah voilà, je fais le présentateur. Chroniques oubliées, c'est un jeu qui a été écrit au fil... Pardon. Je lis en même temps le chat et Sandrone troll. Donc, c'est un jeu qui a été écrit et publié au sein des Casus Belli de Black Book Edition. Dont le but était de proposer un jeu, une version plus simplifiée, plus accessible que D&D 3.5. Et puis en fait finalement ça s'est créé une gamme autonome complètement, même si on peut jouer d'un jeu à l'autre les mêmes scénarios en adaptant les jets. Du coup, dont la gamme, le jeu principal du coup, c'est ça, qui est trouvable sous ce format ou sous un format Casus Belli. Et donc, ça s'ajoute un autre jeu qui s'appelle le Compagnon, Chroniques oubliées fantasy, qu'on pourra pas vous montrer, dont on vous parlera peu, mais globalement c'est des règles additionnelles, des trucs en plus, mais on l'a pas trop lu nous. Bon. Pas très intéressant. Qu'est-ce que Chroniques oubliées, Quentin? Alors, du coup, on va commencer par satisfaire les fans du bingo pour dire que D&D, il y a quand même vachement trop de règles. Donc, je pense que la motivation pour faire KOF, c'était proposer du medieval fantasy plus accessible, en particulier pour les novices du JDR. Du coup, KOF, c'est Chroniques oubliées fantasy. Donc ce livre-là. Et donc c'est un système qui s'en inspire librement, on va dire. Donc un personnage va avoir un bloc de caractéristiques, force, dextérité, etc. Mais derrière, toutes les spécificités liées à un personnage sont sous la forme de capacités. Et il y en a pour chaque personnage entre
une pour le début du personnage, pour le niveau 1, et ça peut monter à une quinzaine, on va dire, au maximum. Donc c'est vraiment accessible, c'est vraiment facile quand on a sa fiche personnage. Donc on peut vous montrer un exemplaire. C'est ma fiche. C'est la fiche du personnage de Laurie. Bon, alors c'est pas très lisible, mais c'est pas ça qui est important. Globalement, il y a assez peu d'informations à maîtriser en parallèle. Par rapport à D&D où il y a 5 tableaux différents, il faut se référer à plein de chiffres tout partout. Chroniques oubliées, ça offre beaucoup plus un aspect narratif. On peut assouplir, enfin, les règles sont beaucoup plus facilement assouplissables, on peut les assouplir plus facilement par rapport à Donjons et Dragons. Je trouve, pour avoir mis les mains aussi dans les scénarios un petit peu, que du côté MJ, ça laisse aussi beaucoup la place à l'impro, à la modification des règles et des valeurs de difficulté. Du coup, on gagne en fluidité globalement par rapport aux jeux plus classiques et plus rule heavy, ce qui est un avantage à mon sens. Du coup, concrètement, comme D&D, ça se joue au D20. Le système de base est à peu près le même en fait. Ouais, le système de dés est similaire. Sauf que on ne fait des jets que pour les 6 caractéristiques. Il n'y a pas les trucs, comment ça s'appelle, les jets de sauvegarde et tout ça. Ouais, il n'y a pas les sauvegardes, il n'y a pas les compétences, il n'y a pas... Et dans les capacités, du coup, ça va donner des compétences, des capacités en plus ou des bonus. Et ça reste tout de même assez simple. Pour moi, j'ai réussi à me jeter du Chroniques oubliées Fantasy alors que j'ai peur de D&D. Ça me fait peur de l'ouvrir. J'ai les bouquins là-haut, un jour on en parlera, mais j'ai peur de les lire. Du coup, il y a une grosse gamme de publications sur Chroniques oubliées. Attends, peut-être d'abord on peut montrer. Ah oui, le magnifique écran de MJ. Parce qu'il est beau. Que certains ont déjà vu sur Twitter il y a quelques jours. Ah oui. La photo quand j'ai joué. JDR. Voilà. Et on peut montrer l'autre côté aussi qui est très intéressant. Du coup, ça c'était le côté pour les PJ. Et ça c'est le côté pour le MJ. Du coup, classique écran de MJ, j'essaie de voir ce que je fais en même temps. Beaucoup d'informations, alors c'est évidemment très dense, mais quand on a déjà lu les règles, c'est un super aide-mémoire parce qu'il y a globalement tout ce dont on peut avoir besoin, hormis le scénario évidemment, qui est résumé de façon vachement claire et c'est vraiment top. Elgad nous dit c'est très intéressant parce que pour ma part, étant plus habituée à D&D qu'à COF, j'ai beaucoup plus de mal avec les enchaînements d'actions. Ouais, c'est vrai que moi qui ai été on va dire formé au jeu de rôle par 3.5, Donjons et Dragons 3.5, donc vraiment le tank de règles, c'est vrai que au début j'étais un peu déstabilisé par ça aussi, mais en vrai on s'y fait si on accepte que justement tout n'est pas réglé et mesuré par du papier à musique. On s'en sort quand même bien. Alors, c'est une question d'habitude, c'est clair que la fluidité est différente, mais bon, chaque système a ses avantages. Il y a sûrement eu une réédition rouge-pied de l'écran CF. Moi c'est le dernier que j'ai, donc sûrement peut-être qu'avant c'en était un autre. Donc moi je voulais parler un peu de la gamme parce que du coup on va peut-être parler d'abord des 2 livres qu'on n'a pas, toi et moi. Ouais. Du coup, il y a une campagne en bac à sable qui a été écrite pour COF par le Grumpf, par ce cher John Grumpf, et qui a l'air incroyable. Enfin, moi, je me suis baladée tout à l'heure dedans parce que j'ai le PDF et visuellement, c'est une claque. Je pense qu'un jour, je la ferai jouer. Et il y a le recueil de mini-aventures. Tu peux peut-être plus en parler que moi parce que moi j'en ai lu que 1 ou 2. Ouais, bah du coup le recueil de mini-aventures c'est un recueil qui contient des aventures miniatures. Bon, il y a eu des scénarios donc, qui étaient publiés de temps en temps dans les Casus Belli et alors je crois qu'il y en a une dizaine au total. Ils ont été en fait tous regroupés dans un livre recueil, qui est trouvable aussi en PDF. C'est des petites aventures pour des persos de niveau 1 pour les premières jusqu'à 12 ou 13 je crois pour le dernier scénario. Très brèves, elles sont présentées entre 2 et 6 pages pour toutes, donc c'est même les plus hauts niveaux.
Du coup, c'est super facile à appréhender et ça peut permettre de soit faire des petits one-shots pour faire découvrir le système, ou dans une campagne plus longue, si on veut faire un break, faire par exemple un scénario pour regrouper des joueurs pour une Je raison vois ou pas une du autre. tout de quoi tu veux parler. C'est une ressource plutôt chouette. Alors, il y a beaucoup d'éléments scénaristiques qui sont un peu laissés à la libre interprétation du MJ. Donc ça laisse de la souplesse. Clairement, on peut les régler en 2 heures comme en 10 heures, ces scénarios, en fonction de à quel point on décide de s'y impliquer, à quel point en tant que MJ on décide de complexifier, au contraire de diriger beaucoup le scénario. Donc c'est plutôt une bonne ressource pour commencer. Moi j'ai commencé avec ça, j'ai fait 5-6 scénarios avant de me lancer vraiment dans une campagne à proprement parler, et c'était bien. Et par exemple, là, moi, du coup, sur la campagne Atazerine dont je vais vous parler dans 2 secondes, j'ai 2 PJ qui ont dû arrêter l'aventure, enfin 2 joueuses, et du coup, je dois réintégrer 2 nouvelles joueuses, et du coup, j'en profite, j'utilise un scénario du recueil de mini-aventures pour pouvoir faire rencontrer les personnages entre eux, ce qui est cool. Donc, mon précieux... Le mastodonte. Anatazerine. Du coup, c'est la première campagne, si je me trompe pas, qui a été publiée pour Chroniques oubliées Fantasy. Qui est aussi, c'est compatible au GL 3.5 si ça vous intéresse, sans jouer à COF. Mais c'est une campagne qui est très dirigiste. Moi, c'est un problème que j'ai. Je commence à petit de plus en plus travailler les scénarios pour laisser plus de place aux personnages, à l'improvisation, à la découverte et l'exploration. Mais ça se passe dans un contexte de guerre, globalement. Donc pareil, là, il faut oublier d'envisager de la non-violence. Il y a certaines situations où on peut se débrouiller, mais il y a quand même des moments où on est obligé de combattre. Parce que c'est la guerre, quoi, concrètement. Mais c'est une aventure dont le lore se dévoile petit à petit, y compris pour le MJ, parce que pour pas assaillir le MJ de 20 pages de lore, en gros, plus je pense, du coup, vu tout ce qu'il y a dedans, le lore se distille au fil des scénarios, avec un rappel au début de où on en est, quels éléments de lore vous avez besoin pour ce scénario, où est-ce qu'on va, et c'est hyper cool. Moi, je m'éclate à découvrir le lore au fur et à mesure de l'histoire, tout autant que mes joueuses. Et j'ai trop hâte de continuer. Peut-être quelque chose à rajouter, parce que du coup, on le fait tous les 2 jouer à des tables différentes. Ouais, on est tous les 2 MJ sur Anatazerine. Rien de particulier sur celle-là. Après, un commentaire sur... moi, je vais pouvoir parler de cette autre campagne dont je n'ai pas amené le livre, il est chez moi, mais c'était imprévu, qui s'appelle Invincible. Alors, elle est un petit peu plus courte, mais alors il me semble qu'elle n'a pas été écrite par les mêmes personnes, donc j'ai un doute. Mais il y a également cet aspect dirigiste, c'est-à-dire que ça se veut, ça peut être un avantage en soi, ça se veut clé en main pour le MJ. C'est-à-dire que moi en tant que MJ, je prends le livre, je lis le scénario et globalement je peux le faire jouer directement. Comme à Anatazerine. C'est pas nécessaire d'apporter du travail supplémentaire, de développer des PNJ, de développer des arcs narratifs, tout est là. Bon, après on peut toujours en rajouter, mais de base tout est là. Cette campagne elle est plus courte, elle fait uniquement 6 scénarios contre 13 pour Anatazerine, et elle a aussi une particularité, c'est qu'on commence de base au niveau 5, donc on démarre pas avec des petits péons qui viennent de quitter leur village, mais plutôt avec des personnes qui ont déjà de la bouteille. Au-delà de ça, sinon c'est assez similaire. Enfin, je retrouve ce que tu as dit pour Anatazerine, c'est-à-dire que l'histoire est donnée au MJ aussi, alors avec une petite longueur d'avance quand même, mais donnée au MJ au fil des scénarios, ce qui est bien. Mais à titre personnel, vu que moi j'aime bien avoir une vision d'ensemble, je me suis farci les 400 pages du bouquin avant de commencer à faire jouer quoi que ce soit. Du coup, je viens de vérifier. Donc, sans saut et blague nulle 1, voilà. Invincible fait 336 pages contre 442 pour Anatazerine. Voilà. Donc, ah oui, c'est 336 pages, alors qu'il y a 2 fois moins de scénarios.
mais il y a juste un quart de page en moins, donc c'était plus long scénario. Ouais, c'est en termes même d'heures de jeu. Ouais. Parce que du coup, moi je suis joueuse sur Invincible, donc il Ouais. va pas pouvoir trop spoiler. Non, de toute façon, je comptais pas vraiment le faire. Oui, d'ailleurs, les thématiques d'Invincible, ça peut être intéressant de les mentionner. Ouais. Alors, c'est pas la guerre, comme dans Anatazerine. C'est un contexte un peu particulier, dans le sens où, dès le départ, le groupe est mis dans une situation, on va dire, de mystère et d'incompréhension, en fait. Mais globalement, on est TP en fait. Voilà. Genre, on pop quelque part, on sait pas trop d'où ça vient. Alors ça peut paraître un peu arbitraire du coup pour les joueuses, je pense, au début. Mais la trame principale de l'histoire est très, très bien réglée, je trouve. Et puis au bout d'un moment, vous allez avoir les réponses et ça ira mieux. Non, mais sinon, sans en dire trop, ça reprend un peu des histoires ultra, ultra classiques, un peu clichés du vieux JDR Medfan, mais ça le recycle de façon originale. Et c'est vraiment appréciable. Ouais, moi en tant que joueuse, je l'aime vraiment bien, on s'amuse bien. Mais puis du coup, il laisse plus de liberté à l'innovation et à l'invention, je trouve, par rapport à Natazerine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a plus de place pour faire ce qu'on veut, en particulier sur la non-violence. C'est vrai que Anatazerine, c'est vraiment très difficilement évitable. Alors malheureusement, Invincible, il y a quand même des goulots d'étranglement. Ça reste une inspiration de D&D, donc... Oui, contre les zombies, on peut pas trop faire autre chose que se battre. Voilà, par exemple. Genre quand on se fait attaquer par des zombies. Ou quand l'objectif c'est de tuer le monsieur qui est dans la forêt là-bas, du coup il faut aller tuer le monsieur. Ah oui, le truc où j'étais pas là. Ouais. Okay. Voilà. En tout cas, globalement, c'est quand même, pour moi, en tant que MJ, c'est la première fois que je me repose sur un scénario préécrit. Jusque-là, je travaillais que sur mes propres créations. Et ça me rassure. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans. Et je pense que le fait que ce soit clé en main, ça me permet de rajouter les choses que je veux. Parce que la peur que j'avais, c'était que j'ai besoin de faire du travail alors que j'achète quelque chose pour ne pas avoir à faire de travail, on va dire. C'est un peu bizarre. Mais du coup, j'ajoute plein de choses, mais là où je veux, quand je veux, en fonction de mon inspiration, en fonction de ce que les personnages décident de faire. Et ça a quand même ce confort de, si j'ai pas d'inspiration, si les joueurs veulent qu'on enchaîne les séances et qu'on joue vite, et on peut enchaîner les séances et on peut jouer vite. Il l'a fait, il a fait 3 séances en 3 jours. Ouais. Et du coup, c'est chouette de pouvoir vraiment se placer où on veut dans le spectre, on va dire. C'est un confort appréciable. Après, tu vois, moi, à Natazerine, je retrouve de plus en plus le besoin d'adapter et de travailler sur les scénarios, parce que sinon, ils sont trop dirigés. Mais c'est vrai qu'en soi, tu pourrais juste te reposer dessus et faire le truc, quoi. Oui. Je m'étais fait une petite image que j'avais dite à quelqu'un il y a quelques jours par rapport à ces campagnes. En fait, si on prend le livre tel quel, c'est assez proche d'un simulateur de jeux vidéo, dans le sens où on incarne les héros et les missions nous sont données, on fait les missions et il y a une histoire avec des cinématiques qui se déroulent et c'est super cool, mais de base le livre ne prévoit pas tout le pan, on va dire, développement personnel, poursuite d'objectifs propres à chaque personnage. Et du coup, c'est cet aspect, si on veut jouer avec cet aspect, ce qui n'est pas forcément le cas, qu'il faut développer soi-même et chercher à intégrer. On nous demande pour des joueuses à partir de quel âge pour ces 2 campagnes. Alors, je pense qu'il faut quand même un minimum de maturité, ne serait-ce que par la présence de violence physique qui est assez présente. Pour Invincible, il y a une certaine partie de, on va dire, violence psychologique qui est à prendre en compte. Des choses comme l'esclavage ou la domination mentale d'une personne sur un groupe de personnes. Du coup, ça peut être... D'ailleurs, dans le livre, c'est mentionné à plusieurs reprises des façons, des approches pour assouplir ça, rendre le jeu un petit peu plus accessible. Mais il faut quand même le prendre en compte. C'est pas un jeu destiné à des enfants de 10 ans, je pense. Moi, je dirais bien 16 ans pour commencer à être vraiment tranquille. Alors, du coup, il y a une personne qui dit 14-15 ans. Après, ça dépend des personnes, faut l'assouplir, en fait, je pense. Enfin, du coup, à Natazerine, moi, je me rappelle de ça. Il y a une section qui dit voilà, là, on est dans une situation de guerre et vous pouvez faire vivre à vos PJ
ce moment où vous découvrez les violences, les horreurs de la guerre, qu'elles font concrètement à la population, quoi. Et c'est un peu dit finalement vous pouvez accentuer ça si vous êtes face à un public qui va être en demande de ça, mais face à des plus jeunes, vous pouvez clairement alléger toute cette partie-là, quoi. Ouais. Et ouais, voilà, entre scénario 1 et 2, Ekeri, qui est une de mes joueuses, j'ai prévenu que ça serait beaucoup moins bisounours parce que oui, en fait, on se retrouve dans une situation de guerre. Et moi, je le jouerais pas avec des personnes de moins de 16 ans. Je suis plutôt d'accord. Alors, pour l'aspect âge, pour rester dans Chroniques oubliées, il y a j'avais oublié. KOF Mini, je crois que ça s'appelle, Oui. ou Junior, enfin Non, il s'appelle Mini. KOF Mini. Donc c'est un autre document, alors qui à ma connaissance n'est dispo qu'en PDF. Non, il existe Non, en il est livret. publié aussi, Ouais. d'accord. Et donc c'est une réadaptation du système, encore un peu allégée, vraiment pour le coup destinée aux enfants. On a une amie qui le fait jouer à son frère et sa sœur qui ont 7 et 14 ans. Et c'est du délire apparemment. Même dans les visuels, il y a des petits personnages, les prétirés des en héros de mode un peu Clerval, chibi. en mode chibi, en mode petits enfants. Mais le donc, premier scénario qui est donné dans le livret, c'est avec une histoire de champignons magiques. Voilà. Donc Sans là la pour le partie coup, drôle. c'est vraiment orienté pour les enfants. Et ça a l'air vraiment bien. Enfin, en tout cas, du coup, cet unique retour était très positif. Et moi, je pense à une autre expérience de Jan Van Houten, qui vous pouvez trouver sur Twitter. Il travaille en collège avec des jeunes et il a son club jeu de rôle au collège. Et du coup, la boîte d'initiation Chroniques oubliées, parce qu'on a oublié de parler des boîtes d'initiation, il y a ça aussi. C'est une grosse gamme en fait, Chroniques oubliées. Et du coup, la boîte d'initiation, il l'a mise entre les mains de collégiens. Donc entre 11 et 15 ans, quoi. Et ils s'en sortent, quoi. Sachant que la boîte d'initiation, c'est le scénario à Clerval avec les héros de Clerval. C'est les héros de Clerval, oui, le premier. Et sachant que donc, cette boîte d'initiation, si jamais vous voulez faire découvrir le JDR à quelqu'un, de ce que je sais, elle est hyper cool. Parce que du coup, c'est encore une version un peu plus allégée des règles, où on découvre petit à petit la complexité des règles. Et c'est accessible du coup à des collégiens. Et ils sont en train de faire une suite pour jouer la suite de ça. C'est une deuxième boîte d'initiation qui va sortir, qui est la suite de la première, avec un scénario qui se passe à la suite, etc. Ok. Rouge Pied dit qu'elle est vraiment très bien. Bah voilà, trop bien. Okay. La seconde boîte est sortie, voilà. Bon, voilà. Je suis un peu à la masse. Globalement, ouais, même au-delà des boîtes d'initiation, je trouve que dans les textes destinés au MJ, dans les paragraphes de marge et tout ça, Chroniques oubliées prend vraiment bien la main aux joueuses et aux MJ. Il y a régulièrement des petits paragraphes de Papy Donjon. Les conseils de Papy Donjon, voilà. Qu'est-ce que je fais si mes PJ c'était gros nulos et ils trouvent pas ce passage secret? Et bah il y a des aides. Qu'est-ce que je fais si pas de chance au dé, tel truc super désavantageux se passe? Encore des aides. Et donc c'est beaucoup de garde-fous et de petits éléments qui sont là pour rassurer. Et donc en tant que MJ, c'est, je trouve, une bonne porte d'entrée. Je suis d'accord. Ça accompagne sur la façon de jouer, ça accompagne sur le contenu, encore une fois. Et dans le livre de base, il y a tout un chapitre destiné au MJ qui justement souligne vraiment les différents outils pour faire jouer. Alors c'est loin d'être exhaustif évidemment, mais c'est une très bonne base. Et il y a également un chapitre pour les personnes qui s'intéressent sur comment créer, rédiger sa propre histoire, son propre scénario, qui donne encore une fois des conseils. Alors c'est des choses assez basiques, hein, ça tient en 5-6 pages je crois, peut-être un peu plus. Mais ça permet d'avoir des bases pour quelqu'un qui a jamais osé se lancer et carrément. Voilà, ça peut être une occasion. Kerry nous dit, pour revenir une dernière fois sur la violence, je trouve ça pas plus violent que voir Lord of the Ring, enfin le Seigneur des Anneaux en tout cas, au niveau... franchement ce sera pas plus violent que le Seigneur des Anneaux. Mais le Seigneur des Anneaux, moi je mettrais pas un enfant de 10 ans devant, quoi. Donc moi j'ai été devant à 10 ans et j'ai un peu été traumatisée par les orques qui sont créés là avec les gobelins, enfin bref. C'est pas des gobelins, mais bon bref. Donc effectivement ce sera pas, parce que c'est pas de la dark fantasy. Alors on peut tourner sur la dark fantasy dans Anatazirine, mais c'est pas de la dark fantasy, c'est du medieval fantasy et ça reste de la violence, mais en mode on tape sur des orques, quoi. Ouais, ça se veut assez neutre, du coup tu peux le jouer,
tu peux l'exagérer, tu peux faire les violences, les horreurs de la guerre, jouer sur la difficulté psychologique, ou tu peux l'assainir beaucoup, mais il y a quand même ça a sa place dans le scénario à certains moments, donc on peut pas non plus totalement s'en passer. Mais en tout cas, voilà, c'est des quêtes qui sont épiques. Enfin, c'est 2 campagnes épiques, quoi. Ouais. C'est pour jouer des héros qui partent du niveau 1, alors sauf Invincible où on part du niveau 5. Et on arrive au niveau 10, 13, et on est des héros, quoi. Ouais, à la fin, c'est premier pas du côté demi-dieu sur le plan. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de la longueur, ouais, c'est 6 ou 13 scénarios selon Anatazerine, c'est 13. Faut compter entre, on va dire, large 10 et 20 heures par scénario de jeu. Un peu moins sur certains. Mais... Donc, sur Invincible, il y a 10 souvent, mais sur les autres, sur Anatazerine, ça peut descendre à 6. Moi, j'ai fait 15 les 2 premiers pour l'instant. Waouh. Ok. Mais en même temps, ils font beaucoup de RPT. C'est sûr, voilà, après, ça dépend comment on joue. On va dire une dizaine d'heures. Et donc, une dizaine d'heures fois 13, ça fait quand même facilement, faut compter, je pense, en temps réel du vrai monde, au moins 1 an, quoi. Donc, c'est pas une petite campagne. Oui, non, clairement. Anatazerine, nous, ça fait 1 an qu'on est dessus, alors on n'a pas pu beaucoup jouer, mais sur des gens qui ont un rythme de 1 séance par mois, on est clairement sur du facilement 2-3 ans, quoi. Moi, je vais juste passer les 4 dernières minutes, parce que généralement, on essaie d'avoir qu'une demi-heure de live sur ce format, à vous dire que c'est bel et bien un jeu pour faire du jeu de rôle classique, traditionnel. Là, on parle vraiment du D&D basique, en fait, du Medfun basique. COF ne va pas réinventer ça. Il y a une autre gamme qui existe de suite à Chroniques oubliées, qui est le Chroniques oubliées contemporain, pour pouvoir jouer avec un système un peu similaire sur d'autres univers plus contemporains, et du Cthulhu, etc. Ouais, steampunk, western. Ouais. Mais voilà, ça reste du JDR ultra traditionnel par rapport à For the Queen, dont je vous ai parlé la semaine dernière, par exemple. Donc, il y a bien d'autres choses à découvrir. Allez là-dessus si vous voulez faire du D&D en plus allégé, en plus agréable, selon moi en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Et pourtant, c'est un puriste de D&D à côté de moi. Ouais. Et voilà. Pour répondre à... C'est Virtual Tabletop. Ah. Snook joue sur URL? Non, pas forcément. En fait, dernièrement, il y a un truc à Paris, il y a... Comment ça s'appelle? Le Covid déjà. Oh, un chat. Du coup, je fais quasiment que du Discord en vocal. Avec Owlbear Rodeo. Avec Owlbear Rodeo, qui est un super outil pour ça. Mais sinon, ouais, idéalement, moi je suis team JDR autour d'une table, personnellement. Mais du coup, on joue vraiment Là, j'ai réussi à faire depuis longtemps, une table oui, pour la première fois depuis waouh. Et c'était super cool. Donc, vous avez sûrement vu des photos sur Twitter, c'était ça. Ouais. Et sinon, non, on joue en vocal du coup. Voilà. Bon. Si vous avez une dernière question, c'est le moment. Sinon, on va vous laisser. Ah oui, normalement, je dis le programme de la semaine prochaine. Alors, le programme de la semaine prochaine. Vous savez déjà une grosse partie du programme de la semaine prochaine. Ah, j'achète ça. Chroniques oubliées, vampires, incubes et démons. Ah ouais, je dis oui. Sandrone, t'es génial. Alors, lundi, donc demain, on se retrouve à 18h pour une libre antenne sur impliquer ces joueuses dans l'histoire. Quentin, t'as intérêt à être là. Oui, je suis là. Parce que ça vient entre autres de lui, cette discussion. Mercredi, on va se retrouver un peu plus tard que d'habitude. On se retrouve à 18h30 et pas 18h. De toute façon, le planning va être posté sur Twitter et sur un des 4 très rapidement. Pour parler de la peur de devenir MJ pour des joueuses expérimentées. Avec Mira. Et attendez, je vais vérifier sur Patreon que je dis pas des bêtises. Tiens, j'ai eu que 4 votes. On parlera vendredi en libre antenne de la concentration autour d'une table de JDR. Et voilà. Voilà. Et dimanche, on parlera d'un jeu, mais je sais pas encore lequel. Je vais décider en faisant mon planning tout à l'heure. Donc je peux pas encore vous spoiler. Ce sera la surprise. Oui. Peut-être que je déciderai tout à l'heure. Je regarderai.
Ou alors tu décides, vas-y, t'es là. Ok. Vas-y, décide duquel jeu on parle. Sachant qu'il y en a derrière le livre qui est là en haut. Dragon de poche. Ok, bah la semaine prochaine, dimanche prochain, on parle de Dragon de poche, écrit par le Grumpf. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre sur un des 4, et Kerry a mis le lien de ce côté. Vous pouvez subscribe à la chaîne via Twitch. Et vous pouvez aller me suivre sur Patreon, sur lequel j'ai enfin posté mon article qui ne s'appelle pas l'appropriation culturelle, mais qui s'appelle « Pourquoi je n'écrirai peut-être pas un article sur l'appropriation culturelle ?» Ça a l'air très intéressant, dis donc. Oui. Je note Sandrone, je vais essayer de la regarder d'ici la semaine prochaine. Enfin, d'ici la table ronde. La libre antenne, j'ai réussi. Merci Quentin d'avoir été là. C'était trop bien de faire ça avec plaisir. toi. Et Céleste, tu dis au revoir. Pauvre chat. Bonne soirée tout le monde, bon dimanche et on se retrouve demain. Ciao.